Andrew Huberman est un neuroscientifique qui a son propre podcast qui s'appelle le Huberman Lab où il a reçu probablement des centaines d'invités différents, des scientifiques dans plusieurs milieux scientifiques différents, où il va divulguer certaines informations qui sont super pertinentes parce qu'il va recevoir des experts qui sont vraiment cool, comme il va donner de l'information qui est peut-être un peu plus questionnable ou est-ce que c'est pas nécessairement vrai mais c'est pas nécessairement faux, et d'autres informations qui est juste flat out wrong. Il y a plusieurs personnes qui ont critiqué son podcast et sa personne en général pour avoir donné de la très mauvaise désinformation. Et il y a même des personnes comme Dr. Layne Norton qui a fait une vidéo de comme 45 minutes, 1 heure pour debunk une seule vidéo, un seul épisode que Huberman avait fait avec Dr. Gundry pour démontrer à quel point les claims qui ont été faits durant le podcast avaient absolument aucun sens. Mais aujourd'hui, je suis pas là pour parler de son podcast. Aujourd'hui, je voulais juste démontrer comment c'est une personne qui peut être quand même très qualifiée dans un domaine spécifique. Je vous rappelle que c'est un neuroscientifique à la base. C'est pas un expert en nutrition, c'est pas un expert en entraînement. Comment une personne qui peut être peut-être un expert dans un certain domaine spécifique de la science, qui peut avoir l'air connexe parce qu'on parle du corps humain puis on parle de l'humain en général, mais c'est pas parce que automatiquement que tu es un expert dans un domaine que tu vas l'être dans tout. C'est pas parce que tu as reçu des experts à ton podcast qui vont parler de certaines choses que automatiquement tu deviens un expert là-dedans non plus. Donc Huberman a été invité à d'autres podcasts, il a fait des podcasts seuls, il a fait des capsules où il va donner certains trucs par rapport à l'entraînement, à la nutrition, tout ça. Il y en a certains qui sont corrects, il y en a certains qui sont vraiment questionnables, il y en a certains qui sont juste tout simplement faux, et on va regarder quelques-uns ensemble juste pour peut-être démystifier certaines choses. If you can contract a muscle very hard to the point where it almost feels like it's cramping, if you can do that even when there's no weight in your hand or there's no resistance against it, so you're just using your mind-muscle connection to contract that muscle hard and isolate it, chances are you'll be able to generate hypertrophy and strength gains pretty easily in that muscle compared to muscles that you have a harder time activating. If you can... Il n'y a pas nécessairement entièrement tort là-dedans, mais il n'y a définitivement pas raison non plus, dans le sens où le Mind-Muscle Connection, c'est quelque chose qu'on va parler fréquemment dans l'entraînement parce que ça te donne un feedback relativement rapide et instantané de est-ce que tu contractes le bon muscle. Fait que oui, c'est quelque chose qu'on veut, mais de trop mettre l'attention là-dessus peut au contraire diminuer tes performances. On avait eu une étude qui avait regardé ça où les gens faisaient soit une série où est-ce qu'ils se concentraient exclusivement sur la charge externe, donc ce qu'ils vont déplacer en termes de poids, versus faire exactement le même exercice, la même charge, le même nombre de répétitions, le même setup, mais au lieu de se concentrer sur la charge externe, ces gens-là se concentraient plus sur le Mind-Muscle Connection, vraiment plus sur ressentir le muscle en train de travailler le plus fort possible. Puis même si à travers les EMG, on se rendait compte que quand ils se concentraient plus sur le Mind-Muscle Connection, l'activation musculaire était un peu plus élevée, ce qu'on se rendait aussi compte, c'est que suite à ça, le nombre de répétitions performées dans l'entraînement diminuait. Donc, se concentrer plus sur le Mind-Muscle Connection que sur faire le mouvement, tout simplement, puis essayer de déplacer le plus de charge possible, et diminuait les performances. Fait que, OK, ton activation musculaire est peut-être un petit peu meilleure parce que volontairement, tu y penses un peu plus, mais si tes performances diminuent à cause de ça, ultimement, tu vas avoir des moins bons résultats avec ça aussi. Fait que c'est pas nécessairement mauvais de se concentrer sur le Mind-Muscle Connection, c'est pas nécessairement une mauvaise chose d'essayer de trouver des façons de l'améliorer parce que, encore une fois, ça te donne un feedback relativement instantané à est-ce que tu contractes le bon muscle. Mais c'est pas nécessairement ça qui va faire une si grosse différence non plus. De fait de contracter un muscle au point d'être à la limite de sur le bord d'avoir une crampe, sans même nécessiter d'avoir du poids dessus, c'est cool, tu es capable de contracter ton muscle, c'est bien, mais c'est pas ça qui va faire en sorte que tu vas avoir des excellentes performances automatiquement dans le gym. Il y avait une vidéo à un moment donné de Aaron Horschig, donc le propriétaire de Squat University, qui avait partagé où est-ce que le gars lui disait qu'il n'y avait aucune sensation dans son lat. À chaque fois qu'il faisait des rows, des pull-downs, il ressentait juste vraiment pas son lat. Sauf que quand le gars, il démontrait après ça, sans son chandail, comment il faisait ses mouvements, on se rendait compte que quand il faisait un high row, il y avait vraiment un lat développé, il y avait un dos beaucoup plus large que quelqu'un qui s'entraîne pas et qui on aurait pu présumer que si tu sens pas ton lat, tu devrais pas avoir de développement. Mais il y avait vraiment déjà un bon lat développé. Fait que peut-être que le Mind-Muscle Connection n'était pas nécessairement là, puis c'est quelque chose qu'on peut travailler. Ceci dit, le lat travaille dans le mouvement même si tu le sens pas ou même si tu as plus de difficultés à le sentir. Quand tu vas faire une extension de l'humérus comme ça, ton lat va travailler, il n'y a pas le choix, il contribue dans le mouvement. Quand tu vas faire une adduction comme ça, dans un lat pull-down,
Ton lat va travailler, que tu le ressentes ou non. Il n'y a pas le choix. C'est pas comme « Ah, ben là, je le sens pas, fait que soudainement, le muscle est complètement inactif. » C'est pas comme ça que ça fonctionne. Fait que c'est pour ça que je dis, c'est pas 100% faux ce qu'il va dire, dans le sens où ça peut quand même être intéressant d'avoir un feedback. Ceci dit, c'est pas ça qui va faire la grosse différence, et de juste se concentrer sur le mind-muscle connection peut à la rigueur nuire à tes performances au lieu de les améliorer. Video number 2. A lot of women think, oh, I don't want to get too big. One way to get really strong without getting big is actually to train very heavy in the low repetition range of 3 to 5 repetitions, which will make muscles and connective tissue strong without making it grow very much. You will get stronger by doing heavier low rep sets, but you may not get as big. Correct. You will get bigger by doing lighter but high rep sets. As provided you go to failure. So if you're going to train in the gym, don't look in the mirror. Don't think about moving weights. Think about challenging muscles. Qui est encore une fois pas 100% faux, mais définitivement pas 100% vrai non plus. Donc, on a maintenant plusieurs études. Donc, on est rendu, je pense, avec 2, si c'est pas 3 méta-analyses par rapport à ça. Comme quoi, si tu fais entre 5 et 30 répétitions, tant que tu te pousses à l'échec dans les deux cas, tu vas avoir des résultats qui sont très similaires. Puis là, vous allez me dire, ouais, mais il a dit de faire 3 à 5 répétitions. 3, c'est moins que 5 répétitions. Si on parle des 5 répétitions efficaces, oui, c'est vrai. Sauf que les études auraient aussi tendance à démontrer que tant que tu lèves des très lourdes charges, la proximité à l'échec n'est pas obligée d'être aussi intense. Ce qui veut dire que si tu fais dans le genre 3 à 5 répétitions, ton recrutement d'unité motrice à haut seuil d'activation et toutes tes fibres musculaires sont déjà active. Donc, même si tu fais, exemple, 3 ou 4 répétitions, tu as quand même 3 ou 4 répétitions, en guillemets, efficaces. Fait que peut-être qu'il t'en manquait 1 ou 2 là-dedans. Ceci dit, quand tu fais, exemple, 4 répétitions, puis que tu te gardes une rep en réserve, tu as sensiblement les mêmes résultats que si tu en faisais 5 puis que tu allais à l'échec. Parce que la dernière répétition qui te mène à l'échec musculaire est aussi la répétition qui te cause le plus de fatigue et donc qui va nuire un petit peu plus à ta récupération. Fait que de faire du 3 à 5 répétitions, tu peux définitivement prendre la masse musculaire avec ça. Surtout si, exemple, tu fais un set de 3 reps puis que tu avais encore 1 ou 2 répétitions en réserve, ça va légèrement améliorer ta capacité de récupérer parce que tu crées un petit peu moins de fatigue avec ça. Fais peut-être une série de plus vu que justement tu vas un peu moins creuser dans tes réserves avec des sets all-out à l'échec. Tu devrais avoir sensiblement les mêmes résultats. Fait qu'à volume égal, tu pourrais prendre beaucoup de masse musculaire en faisant du 3 à 5 répétitions. Puis c'est pas nécessairement une recommandation que tout le monde devrait faire. Je suis parfaitement conscient que c'est pas quelque chose qui est de 1 préférable pour tous les exercices parce que faire un 3 répétitions de dumbbell lateral raise à un moment donné, je suis parfaitement conscient que c'est pas l'idéal pour tout le monde. Par contre, sur des heavy compounds, des squats, des bench press, des Romanian deadlift, des affaires comme ça, faire du 3 à 5 répétitions, ça se fait très bien. Garde 1 à 2 répétitions en réserve pour t'assurer que, 1, tu te blesses pas, mais 2 aussi pour que tu nuises pas trop à ta récupération, puis tu serais capable d'aller chercher des excellents résultats avec ça. Et on a énormément d'études maintenant pour le backer, que tant que la proximité à l'échec musculaire est la même ou du moins très très proche, et tant que tu lèves des charges qui sont très lourdes, la proximité à l'échec n'est pas obligée d'être aussi intense. Donc, tu pourrais définitivement prendre autant de masse musculaire avec du 3 à 5 répétitions qu'avec du, exemple, 8 à 12, 15 à 20, etc. Fait que la réalité, c'est que si tu veux pas prendre trop de masse musculaire parce que tu veux pas devenir ce qu'on va dire trop bulky, c'est pas une question de volever très lourd ou volever moins lourd pour plus de répétitions. C'est vrai que si tu fais plus de répétitions, tu vas prendre moins de force. Par contre, tu vas prendre un peu plus d'inflammation parce que plus de répétitions égale aussi plus de dommages musculaires. Avec le dommage musculaire vient plus d'inflammation. Et ça va te donner l'espèce de look swole, le look un petit peu plus inflammé. Fait que moi aussi, j'aurais tendance à recommander de lever plus lourd juste pour diminuer l'inflammation qui va te donner l'espèce de look bulky. Par contre, si tu veux pas prendre trop de masse musculaire, vraiment on parle spécifiquement de tissu musculaire et non de l'espèce d'inflammation puis de rétention d'eau qui peut venir avec ça, c'est pas une question de rep range, c'est une question de apport calorique. Si tu veux pas devenir trop bulky, assure-toi que tu contrôles ton alimentation, que tu es soit en maintien ou même en léger déficit calorique. Comme ça, tu ne prendras pas full de masse musculaire, tu ne deviendras pas ultra bulky si tu manges en déficit calorique. Fait que, entraîne-toi fort, entraîne-toi pour être performant de la façon que tu as envie d'être performante. Est-ce que tu veux prendre la force ou est-ce que tu veux plus travailler ton endurance? Puis après ça, si tu veux pas devenir trop bulky, regarde ton alimentation. Video number 3. Can you not eat until 2 p.m.? I was like, yeah, I'm not hungry in the morning. I'm like, great, drink coffee, drink water, and in the morning, get up and just get on, either run or get on some exercise bike and just pedal like someone's chasing you with a syringe full of poison. And so there's a pretty straightforward formula where when you've been asleep all night, your fuel reserves, like you've got fuel in your fat, you guys don't have any of that, but you got fuel in your fat, you've got fuel in your muscles that can be burned, and you got fuel in your liver. It's called glycogen. And when you wake up early,
all of that is as low as it's going to be because you haven't been eating anything. Gotcha. And so if you exercise then, your body starts dropping into your body fat stores quicker. Ouais, ok. Fait que ça revient encore au fameux mythe que je juge qui est un mythe aujourd'hui parce qu'on a assez d'études qui débunk ça aussi. Ça revient au principe de cardio à jeun égale je vais brûler plus de gras, ce qui n'est pas le cas. On a étude par-dessus étude par-dessus étude qui a démontré que c'était pas vrai. Ce qui est vrai là-dedans, c'est que ton corps va définitivement utiliser tes ressources de gras comme première source d'énergie quand tu es à jeun parce que tes réserves de glycogène sont un peu plus basses. Ça, c'est vrai. Sauf qu'il faut être capable de faire la différence entre je brûle du gras comme première source d'énergie et je vais brûler du gras corporel à la fin de la journée. Parce que ça, c'est pas une question de j'utilise mes sources de gras comme première source d'énergie, c'est une question de à quel point est-ce que j'ai des calories qui rentrent et à quel point est-ce que j'ai des calories qui sortent. C'est une question de balance énergétique à la fin de la journée. Parce que tu auras beau utiliser tes réserves de gras comme première source d'énergie parce que tu es à jeun, si tu consommes quand même plus de calories que tu en brûles à la fin de la journée, tu peux garantir que tu vas prendre du gras pareil. Au même titre que si j'avais une alimentation qui était très riche en glucides et faible en gras, oui, j'utiliserais mes glucides comme première source d'énergie. C'est sûr, j'en ai beaucoup dans mon sang en circulation. C'est le même principe que si tu avais une alimentation qui était très riche en glucides mais faible en gras. C'est sûr que j'utiliserais mes glucides comme première source d'énergie parce que j'en aurais beaucoup en circulation dans mon sang. Mais je stockerais aussi moins de gras pour compenser parce que j'en ingérerais moins. C'est le même principe. Il y a une différence entre la source d'énergie que tu vas utiliser comme fuel et est-ce que tu vas perdre du body fat à la fin de la journée. Vidéo number 4. You can eat meat, fish, eggs, fruit, and vegetables. You're not going to eat bread, pasta, rice, tortillas, anything else. If it's not in that short list, you're not eating it. What you find is that people who've been eating a lot of processed foods and excess carbohydrates and fats together, when they switch to eating meat, fish, eggs, vegetables, and fruit, and nothing else, except, of course, drinking enough water, coffee. No, you're not drinking alcohol. No, you're not drinking milk, etc. What you find is they lose a lot of fat very, very quickly, very fast. They lose 10 pounds in the first week. Some of that's water weight, but that gets them headed in the right direction. And then they start doing some resistance training and they start realizing, whoa, like this is quote unquote easy. And they're recovering from exercise and they're sleeping better and they're feeling better and everything is better. Libido is better, mood is better. It's like, whoa. And they go like, how come everybody doesn't know about this? Moi, c'est son dernier commentaire. Comment ça que personne sait ça? Non, comme tout le monde sait ça, que si tu coupes presque tous les aliments transformés, à un moment donné, tu vas finir par aller mieux. À un moment donné, ça prend pas un neuroscientifique pour être capable de figurer ça. Fait que ce qu'il dit, dans le fond, c'est juste coupe tous les aliments transformés, mais coupe aussi pratiquement tous les glucides, sauf ce qu'il va avoir dans tes fruits et ce qu'il va avoir dans tes légumes. Mange exclusivement de la viande, des œufs, du poisson, des affaires comme ça, puis tu vas aller top shape. Ben oui, je veux dire, c'est relativement évident que si tu augmentes ta consommation de protéines parce que tu vas manger plus de viande, plus d'œufs, plus de poissons, tu vas consommer plus de fibres, peut-être, si tu manges plus de fruits, plus de légumes. Quoique il y a beaucoup de fibres dans les aliments comme des patates, du riz, du gruau, des lentilles, des pois chiches, des affaires comme ça aussi. Tu vas diminuer drastiquement ton apport de sucre, ton apport de gras parce que ben là, tu consommeras plus de produits transformés. Fait que si t'allais au resto souvent, si t'avais tendance à manger des desserts, manger des chips, des affaires comme ça, ben tu viens de réduire ça drastiquement. C'est sûr que tu vas avoir des améliorations rapides. Tu vas flusher de l'eau direct en partant. Ça, je veux dire, il y a raison là-dessus. Tu vas flusher de l'eau beaucoup au début. Tu vas diminuer ton inflammation. Fait que tu risques de perdre du poids relativement rapidement. Puis ce qui arrive aussi, c'est que quand tu manges des aliments qui sont non transformés, en surconsommer, ça devient plus difficile. Pas impossible, mais ça devient difficile pareil. Quand tout ce que tu manges, c'est de la viande, du poisson, des œufs, des légumes et des fruits, à un moment donné, ça prend de la place dans ton ventre parce que c'est peu calorique, c'est moins dense en termes de calories, donc ça prend de la place, donc tu peux en manger moins. Fait que c'est sûr que tu vas perdre du body fat, mais ça n'a absolument rien de magique. Tu fais juste restreindre une grosse partie de ton alimentation. Fait que est-ce que ça fonctionne? 100%, c'est sûr que ça fonctionne. C'est juste que c'est pas un hack, c'est pas quelque chose que mais pourquoi personne sait pas, pourquoi personne sait ça? C'est juste une question que c'est restrictif en calvaire. Est-ce que tu as besoin d'être aussi restrictif pour être capable de perdre du poids? Pas du tout. Fait que, tu sais, si t'as pas envie de te casser la tête puis t'as juste envie de « je veux perdre du poids le plus rapidement possible », ben oui, faire cette approche-là, ça peut très bien fonctionner. Mais est-ce que tu as besoin d'être aussi restrictif? Non, puis fais-moi confiance, il y a des grosses chances que ça soit pas soutenable à long terme. Parce que deep down, tu vas probablement vouloir quelque chose de plus à un moment donné, ne serait-ce que du riz, des patates, du gruau, c'est un peu de glucides autres que des fruits. Parce que dire que tu vas avoir des excellents workouts en performant de même, je suis pas sûr que quand les fruits, c'est ta seule source de carbs, tu vas avoir des excellents workouts, à moins que tu en manges en s'il vous plaît, là.
Fait que oui, techniquement, ça pourrait fonctionner, mais c'est juste beaucoup trop drastique pour rien. Puis ce qui me dérange le plus, c'est pas que c'est faux parce que ce l'est pas. Techniquement, c'est vrai. C'est juste que c'est dit at large comme ça, broadcast pour que tout le monde le voit, puis que les gens qui n'ont pas nécessairement le thinking critique en arrière soient capables d'analyser ça puis faire comme « Ouais, mais dans quel contexte est-ce que ça pourrait être utile? Est-ce que ça s'applique à moi? Est-ce qu'à long terme, c'est une bonne idée? » Parce que ça, c'est le genre d'affaires qu'ils pensent pas puis il fait juste donner une recommandation comme ça à large. Fait que les gens qui connaissent pas ça, ils vont être comme « Ben, je vais essayer. » Puis je veux dire, encore une fois, ça veut pas dire qu'ils vont pas avoir des résultats parce que c'est vrai que ça peut fonctionner. Surtout si c'est quelqu'un qui a déjà une alimentation qui est très transformée. Coupe tout ce qui est transformé, tu manges juste de la viande, des œufs, du poisson, des fruits, des légumes. Ben oui, fais-moi confiance, tu vas perdre du poids relativement rapidement. Mais est-ce que c'était nécessairement la bonne façon de faire? Est-ce que ça va être soutenable? Est-ce que tu vas tellement te tanner de faire ça que finalement tu vas juste revirer de bord après encore pire, puis tu vas finalement tout reprendre? C'est tout le genre d'affaires qui est à prendre en considération. C'est pour ça qu'il y a des recommandations, un, aussi drastiques, mais deux, aussi générales que ça. C'est à faire attention. Et en tant que neuroscientifique, c'est quelque chose que tu devrais savoir. Final video. The best time to work out for me would be late mid-morning. I'm a bit of a lazy bear in the morning. But what I find is every time I work out early in the day, I have more energy all day long. And I never know why that is. Most likely it's because you liberate a bunch of dopamine and adrenaline from your system. So you get a long arc of activation and alertness. Plus you are eliminating whatever adenosine is there. And so you feel like you have a lot of energy throughout the day. Cette vidéo-là, c'est pas tant une vidéo avec laquelle je suis en désaccord parce que je suis pas mal d'accord avec tout ce qu'ils viennent de dire. C'est plus une question que je trouve que, encore une fois, c'est juste le contexte de plus que je trouve qui manque. Fait que moi aussi, je suis un fan de m'entraîner en début de journée le plus possible parce que même principe que ce qu'ils viennent de dire, quand tu t'entraînes le matin, souvent tu as tendance à avoir un peu plus d'énergie, tu es un petit peu plus alerte, un peu plus focus. Puis en même temps, je trouve que ça enlève le facteur de ma journée est finie, là je suis brûlé, puis je vais finalement choquer mon entraînement parce que je suis fatigué et j'ai juste envie de rentrer chez nous. Même moi, c'est ma job de m'entraîner, j'adore m'entraîner. Quand je le fais en fin de journée, des fois ça me tente pas. Je le fais pareil, mais pour quelqu'un qui est moins discipliné, quelqu'un qui est peut-être un peu moins passionné par ça, ça devient un petit peu plus facile de trouver une excuse de pas le faire quand tu le fais en fin de journée. Fait que je suis pas en train de dire que c'est une mauvaise chose de s'entraîner le soir. Je suis juste en train de dire que pour certaines personnes, c'est vrai que ça peut être plus difficile de s'entraîner le soir en termes de motivation, en termes de discipline. Fait que j'aime le fait de pouvoir le faire le matin dans la mesure du possible. Et le dans la mesure du possible sont les mots-clés ici. Dans le sens où, si c'est quelque chose qui est viable, c'est quelque chose qui est faisable, t'as pas besoin de réorganiser ton horaire au grand complet pour être capable de faire ça, ça peut être quelque chose de super bénéfique, je crois. Tu l'enlèves de ta journée, c'est fait, après ça, t'es concentré, t'as de l'énergie, puis t'es fier de l'avoir fait déjà. Puis t'as pas l'espèce de pression de comme « Ah ben là, ma journée est presque finie, il me reste encore ça à faire, après ça, je vais pouvoir me reposer, Colin, que ça me tente pas. » Ceci dit, le bémol que je veux faire, c'est que c'est pas une nécessité de s'entraîner le matin et c'est pas parce que tu t'entraînes le soir que tu vas nécessairement avoir des moins bons résultats. Si pour toi, t'es vraiment pas quelqu'un de matinal ou ta routine le matin fait en sorte que t'as vraiment pas le temps ou faudrait que tu te lèves vraiment plus tôt pour être capable de le faire, c'est pas une nécessité. Je vais m'adresser peut-être un petit peu plus aux parents qui ont une routine avec leurs enfants le matin. Il faut que tu les lèves, il faut que tu leur fasses à déjeuner, il faut qu'ils se brossent les dents, il faut que tu ailles les porter à l'école, quelque chose comme ça. Je suis parfaitement conscient que là, hey, je te demandais en plus de t'entraîner le matin, ça implique que tu te lèves peut-être 1 heure plus tôt, peut-être que tu t'entraînes pas chez vous, tu t'entraînes au gym, fait que là, ça devient compliqué. C'est pas nécessaire. Tu peux le faire le soir ou en après-midi ou tu sais, peu importe le moment qui est le mieux pour toi. Le meilleur moment pour t'entraîner, ça va être le moment où est-ce que tu peux le faire avec le moins de stress possible. J'ai souvent entraîné des clients dans les 7, 8, 9 heures le soir même parce que c'était le moment le plus facile pour eux. Même des parents parce que justement, les enfants étaient couchés, rendus à cette heure-là le soir, fait qu'ils étaient capables d'avoir une gardienne qui était là juste pour veiller sur eux pendant qu'ils allaient s'entraîner 1 heure puis ils revenaient après. C'est parfaitement correct. J'ai pas tendance à recommander de s'entraîner près de l'heure à laquelle vous allez vous coucher parce que vous avez tendance à avoir un boost d'adrénaline après justement. Fait que des fois, de se coucher tout de suite après un entraînement, c'est un petit peu plus difficile. Par contre, ça veut pas dire que c'est une nécessité de s'entraîner le matin. Fait que je suis relativement d'accord avec ce qu'il disait, c'est juste que je trouve qu'encore une fois, ça manque un petit peu de contexte, puis le contexte est toujours important. Est-ce que c'est super bon de s'entraîner le matin? Je crois foncièrement que oui. Par contre, c'est pas une nécessité. Si vous vous entraînez un petit peu plus tard, que ce soit en après-midi, en début de soirée ou même en fin de soirée, ça veut pas nécessairement dire que vous allez avoir des moins bons résultats. Faites juste attention si vous vous entraînez plus en fin de soirée, que ça ne nuise pas à votre sommeil. Fait que comme on a pu voir, il y avait plusieurs instances quand même où est-ce que quelqu'un de très bien renommé, quelqu'un qui a un podcast qui est extrêmement populaire, quelqu'un qui reçoit des invités, certains plus qualifiés que d'autres, ça veut pas dire que parce que tu es un scientifique puis parce que tu reçois des scientifiques à ton podcast que automatiquement tu sais de quoi tu parles. Fait que faites attention à qui vous écoutez, gardez toujours un esprit ouvert, essayez de pas tenir aux mots
tout le monde que vous écoutez juste parce qu'il est crédible, juste parce qu'il est scientifique, même s'il y a un doctorat en quelque chose, c'est pas parce que tu as un doctorat que automatiquement tout ce que tu dis est vrai. C'est facile de mal interpréter la science, c'est facile d'avoir ses propres biais émotifs. Fait que gardez un esprit ouvert. Si jamais tu sais pas comment t'arranger parce que tu sais plus qui croire, il y en a un qui dit une affaire, il y en a un autre qui dit une autre, ça me ferait vraiment plaisir de t'aider là-dedans et de t'apporter tout le contexte et la nuance nécessaire pour adapter ça à toi le plus possible pour te rendre la tâche le plus simple et agréable possible. Tu peux me suivre sur les réseaux sociaux à coachsim_BM et tu peux cliquer sur le lien dans la description à teamcoachsim.ca pour te booker un appel informatif gratuitement avec moi et mon équipe et ça va nous faire plaisir de t'aider. On se revoit la semaine prochaine.